Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce premier épisode de On fait quoi? Depuis maintenant 4 ans sur cette chaîne, et sur scène d'ailleurs, j'ai pris pour habitude de critiquer avec humour les hommes et les femmes politiques qui nous gouvernent, traduction qui nous pourrissent la vie, que ce soit à la tête de nos institutions ou que ce soit à la tête d'instances supra, voire infranationales, mais qui ont une incidence directe sur le quotidien de millions de Français et de milliards d'individus sur cette planète. Et il faut bien admettre que depuis le temps, la question qui est revenue le plus, c'est « Qu'est-ce que tu proposes, connard ?» Oui, j'ai choisi connard, mais il y avait plein de variantes, je vous rassure. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous sommes de bonne foi, et vous êtes assez nombreux à me dire « Vas-y, vas-y, propose, propose, on te suit !» Alors, si la question est bonne, je pense que malheureusement, la démarche, elle, est mauvaise. En effet, que nous attendions le changement d'une personne que nous allons élire ou que nous avons élue, vous connaissez la combine, ou que ce soit en nous rangeant derrière une grande figure révolutionnaire, dissidente ou alternative, je pense qu'en fait, dans les deux cas, c'est pareil. Nous attendons trop d'un individu et nous nous infantilisons. C'est pas vraiment de notre faute, on vit dans un pays où on a la culture des grands hommes et des grandes femmes de l'histoire. Bon, surtout des grands hommes, il faut quand même le reconnaître. Mettons fin à ça, soyons des adultes, des citoyens adultes. Commençons à nous réunir. Nous sommes 107 000 sur cette chaîne et vous avez été 70 à participer à l'échange que vous allez voir. Avec mon ami Étienne, comme nous avons pour habitude de le faire, nous nous sommes réunis pour discuter tous ensemble et je vous ai proposé de nous rejoindre à la dernière minute, il est vrai, et j'ai tenté pendant l'entretien de relayer, de faire remonter certaines questions que vous aviez posées. Oui, c'est pour ça que je passe un peu de temps sur le téléphone, c'est pas parce que j'en ai rien à foutre. L'échange dans sa totalité a duré 2h30, un peu plus même d'ailleurs, et la première partie que vous allez voir là, de 50 minutes, constitue l'introduction de cet après-midi, voire de cette soirée que nous avons passée ensemble. Alors je sais que tous les gens des codex du web se rueront sur Twitter et sur YouTube pour faire des vidéos pour nous expliquer que ce qu'on dit est approximatif, dangereux, voire peut-être même complotiste. Personnellement, je n'en ai rien à faire. Par contre, j'invite tous ceux et celles qui, dans une démarche constructive, qui que vous soyez, personnalité publique ou citoyen lambda, je déteste cette expression, je vous invite tous à, dans les commentaires ou en allumant votre caméra, à nous répondre. En corrigeant les approximations que nous avons pu faire, en élargissant, en développant certains des points que nous avons pu aborder et surtout à poser des questions supplémentaires qui serviront de base à de futurs entretiens. L'avenir de cette série dépend de vous. L'avenir de ces échanges dépend de vous. Il y a plein de façons d'aider, que ce soit par les commentaires, par la réalisation de vidéos. D'ailleurs, si vous le faites, je n'hésiterai pas, je le ferai même d'ailleurs, que ce soit les vidéos les plus critiques qui soient ou que ce soit les vidéos les plus constructives qui soient, à les mettre en description de cette vidéo au fur et à mesure qu'elles sont produites, quelles que soient nos orientations politiques respectives. D'ailleurs, cette vidéo est totalement apolitique, afin d'enrichir et de créer ce que Étienne Chouard appelle un cerveau collectif. Nous n'avons pas de réponse. Si nous avions des réponses, ça fait longtemps que cette bande d'hommes et de femmes politiques, d'escrocs donc, serait en PLS et dehors depuis longtemps. Soyons des citoyens, réunissons-nous dans un esprit, j'ai envie de dire quasi athénien, et discutons ensemble de qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'on peut faire. Dans ce premier entretien, nous avons décidé d'aborder différents sujets, bon, Étienne d'ailleurs s'est présenté, et dans cette première partie, on a abordé quelques sujets, comme la nécessité de la violence dans un processus révolutionnaire, ou la façon dont les riches ont pris le pouvoir sur nos institutions, ou encore sur l'idée, par exemple, d'une fédération de communes libres. Oui, on est dans le théorique, et je sais que beaucoup d'entre vous, parce que c'est plus simple, ils vont dire mais de toute façon ça sert à rien. Ça ne sert à rien si vous ne participez pas. Participons tous ensemble, soyons tous des citoyens à pied d'égalité. Je précise quand même pour ceux qui suivent mon travail que cette vidéo, à part quelques petits moments bien sûr, n'est pas une vidéo humoristique. C'est la naissance, je l'espère, de quelque chose. Il vaut mieux 107 000 personnes qui font des erreurs et qui apprennent ensemble plutôt que 1, 2 ou 3 individus qui nous expliquent ce qu'il faut faire. Je termine cette présentation en remerciant tout particulièrement Jabulon pour avoir fait la captation de cet événement, les 70 personnes, coucou Catherine, qui étaient là pour participer à ces échanges. Je vous ai prévenu à la dernière minute, je sais que c'était pas facile. Et je remercie aussi le mec DRG qui est derrière avec ses lunettes. Non, c'est pas un mec DRG, mais alors ça m'a fait mourir de rire pendant tout le montage de voir le mec que vous allez voir derrière, qui est très sympa au demeurant. Désolé camarade, je me souviens plus de ton prénom, avec ses lunettes et son petit chapeau, c'était vraiment marrant. Je vous laisse en compagnie de ce qui, j'espère, sera une grande aventure. Je compte sur votre aide, c'est-à-dire sur vos commentaires, sur vos précisions, vos développements et surtout vos questions. Je compte aussi sur tous ceux qui voudraient peut-être participer en proposant des traductions de cet échange. Ça peut être assez intéressant en soi de traduire, parce que je pense que ces entretiens, en tout cas celui-là et les autres vidéos que vous allez voir, touchent
toutes les personnes de cette planète, parce que finalement, à l'heure de la mondialisation, nous sommes finalement réduits dans un esclavage économico-intellectuel par les mêmes personnes. Et non, c'est pas les Illuminati reptiliens, j'en fake news, hein, c'est tout simplement un système de domination sur lequel nous nous sommes interrogés. Je vous souhaite un très bon premier épisode, je pense que le deuxième et troisième partie de cet entretien seront diffusées à une semaine d'intervalle, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, avec les questions que vous allez poser, qui serviront de base à ce cerveau collectif. Créons ensemble un cerveau collectif. Bon épisode. Ciao. Ah oui, dernière petite précision, vous allez voir qu'à 2 moments de la vidéo, à la 18e et 30e minute, je crois, de l'entretien, le son devient un petit peu de mauvaise qualité, puisque derrière, en fait, il y a une machine qui se met en route. Alors, la première fois, ça dure un peu moins de 2 minutes, et la deuxième, entre 2 minutes 30 et 2 minutes 40. Donc sur un entretien de 50 minutes, c'est pas véritablement dérangeant. Pas la peine d'avancer dans la vidéo et de perdre un peu le fil de la discussion. Ça passe et c'est largement audible. Allez, bon épisode. Voilà, la première question, elle va pas être particulièrement originale. Ça va être une question simple qu'on a déjà dû te poser beaucoup de fois. Mais qui es-tu, Étienne? Je suis prof à Marseille. Ouais. Et je me suis réveillé politiquement depuis douzaine d'années, à l'occasion du traité anticonstitutionnel européen, Ouais. au cours duquel on nous avait demandé qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre. Et puis, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes dans le pays qui se sont réveillées aussi à cette occasion-là, en s'apercevant, en lisant ce fichu texte, que ce qu'on nous proposait était dangereux. Et à cette occasion-là, j'ai écrit un texte, mais il y en a plein d'autres qui ont fait ça. Puis moi, il se trouve que le texte que j'ai écrit pour faire la synthèse des reproches qu'un citoyen ordinaire pouvait, et à mon avis devait faire à l'Union européenne, ce texte a circulé beaucoup sur Internet. Les gens se le sont passés en disant « c'est convaincant ». Et au point qu'à force de circuler, les gens se sont mis à interpeller les journalistes et les politiciens en leur demandant « qu'est-ce que vous répondez à ce type à Marseille qui dit ça et ça ? Qu'est-ce que vous répondez à ce choix-là » Et à force de recevoir des mails qui posaient la même question, les journalistes sont venus à la maison pour voir qu'est-ce qui se passait. En fait, à partir du moment où il y a un journaliste qui s'est posé la question et qui a fait une page, c'était dans l'Humanité, je crois, les journalistes, ils se répètent entre eux. D'abord, ils ont presque peur de... Enfin, ils souhaitent lever le lièvre le premier, et en même temps, ils ont peur de le faire. Et dès qu'il y en a un qui l'a fait, pour ne pas être en reste, ils en rajoutent, et donc il y a une espèce de phénomène cumulatif. Sur Internet, on se passait beaucoup le mot déjà, et quand les journalistes se sont mis à en parler, alors là, c'est devenu explosif. On a fini par voter non à ce fichu traité. Et donc c'était les vacances d'été, et les gens réclamaient, les gens qui m'écrivaient, j'ai reçu 12 000 mails en 2 mois. Et quelquefois, il y avait 30 ou 40 000 visites par jour sur le site, ce qui était énorme à l'époque. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose de politique avec l'Internet. La première fois sur Terre, je crois. Et ça a surpris tout le monde, y compris les politiciens. Et les gens me faisaient exister. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons besoin, nous autres humains, nous avons besoin du regard des autres, quel que soit notre niveau, notre activité. Je pense qu'on a tous, plus ou moins bien sûr, mais besoin du regard des autres pour se sentir bien. Et le regard des autres fait il faut qu'on soit à la hauteur. Et là, c'est un ressort particulièrement tendu. C'est-à-dire que je pouvais pas renoncer en disant bon ben voilà, on a voté non, maintenant j'arrête et je retourne voler en parapente. Et donc il fallait que je continue à bosser. Donc j'ai continué à bosser. Depuis 10 ans, je travaille le sujet. Et après avoir voté non en 2000, donc voter non, c'était une opposition. C'est négatif. Et ce que j'ai essayé de faire depuis, c'est de construire une alternative en positif. Et donc j'ai écrit un texte qui s'appelle les grands principes d'une bonne constitution. C'est l'idée que je me faisais de ce
qu'aurait dû être une constitution digne de ce nom. Mais j'étais complètement débutant. Hein. Je pense que je n'écrirais pas exactement la même chose aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup progressé. On est devenu un cerveau collectif où on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'une bonne constitution. Et en fait, quand on fait ça, on fait de la politique en adulte. C'est vraiment, ça change absolument tout dans la façon de faire de la politique. Quand on réfléchit sur les sujets législatifs, alors que nous sommes dans un système dans lequel les politiciens décident tout à notre place, quand on discute des sujets législatifs, on discute dans le vide, ça ne va rien changer. Et on sent bien, quand on discute de politique, qu'on discutaille, que tout ça n'aura pas d'effet, ce qui est complètement décourageant. C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a peu de gens qui le font. On est quoi, 5% de la population à essayer de faire de la politique un peu activement, 5-10% peut-être, pas plus. Et alors que quand on fait des ateliers constituants, quand on écrit des articles de constitution, on sent tout de suite qu'on fait de la politique très différemment parce qu'on est en train de se mettre... on se hisse au-dessus des élus, intellectuellement. On se permet de faire quelque chose que les élus ne veulent pas qu'on fasse. Les élus ne veulent pas qu'on se réapproprie le politique et qu'on redevienne les souverains. Pour l'instant, c'est eux qui, en représentant, entre guillemets, la souveraineté, l'exercent effectivement, et ce sont eux les souverains, ce sont les élus. Et donc, ils ne veulent pas qu'on devienne constituant. Et ils vont nous discréditer. Hein. Bon, pour l'instant, le mouvement est petit, ils peuvent s'en foutre. Toi, à titre personnel, déjà, tu disais les médias sont venus, mais ils ont aussi un peu changé parce que tu n'es plus vraiment reçu. Ah oui, plus du tout, oui, bien sûr. À l'époque, en 2005, ils sont tous passés à la maison. Hein, je cherchais toutes les chaînes de télé, les grands journaux, les chaînes de radio, même de Washington Post, appelé à la maison. Enfin non, il y a des tas de gens, enfin, des journalistes étaient très nombreux à s'installer, à s'occuper, à s'intéresser à ce cas. Et puis après, ils se sont encore un peu occupés de cette histoire. Et puis progressivement... en fait, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais bon, ils se sont écartés et ça ne les intéresse plus du tout, le sujet. Tu avais alors que c'est un sujet qui, normalement, devrait intéresser les gens. Pour moi, un journaliste, c'est une sentinelle du peuple. C'est comme ça qu'on appelait les journalistes à l'époque de la Révolution française. On disait c'est les sentinelles du peuple, c'est les gardiens, c'est les gens qui sont vigilants, qui font attention à toutes les intrigues, à tous les dangers qui peuvent menacer les citoyens, les simples citoyens. Il y a certains citoyens qui prennent le rôle de sentinelle, littéralement. Et ça, je trouve que c'est bien comme définition du journalisme. Et du même coup, les journalistes, à cette époque-là, à l'époque de la Révolution française et anglaise, cherchaient toutes les occurrences de complot, d'intrigues contre l'intérêt général, de manœuvres, de complot. Et dès qu'ils en trouvaient, ils les dénonçaient. C'était le boulot du journaliste digne de ce nom, c'est de chercher et de dénoncer, s'il en trouve, les éventuels complots des puissants contre l'intérêt général. Et le mot journaliste aujourd'hui est tellement dévoyé. Le fait que les riches aient eu le moyen, que nous les ayons laissés, faute de constitution digne de ce nom, que nous ayons laissé les riches acheter les médias, et donc acheter les journalistes qui sont subordonnés. S'ils sont salariés, ils sont subordonnés. Le fait que nous ayons laissé les riches acheter les journalistes fait que ce ne sont plus des journalistes. Enfin, de mon point de vue, ce ne sont plus des journalistes. Presque, je pourrais dire qu'un journaliste professionnel, donc salarié, c'est presque un oxymore. C'est-à-dire que pour qu'un journaliste fasse correctement son boulot, il faut qu'il soit indépendant. Indépendant, donc pas salarié. Hein. Et donc, on n'a plus de sentinelle. Et on est arrivé à un dévoiement tel du métier de journaliste que pratiquement tous les journalistes aujourd'hui dénoncent la théorie du complot. C'est-à-dire que dès qu'ils voient quelqu'un dénoncer un complot, ils l'accusent comme si c'était un mal, alors que eux, journalistes, c'est normalement leur boulot. Tu lis la Boétie, tu vois que la politique repose sur le complot, quoi. Enfin, elle en est une composante. Alors, en même temps, la Boétie, je ne sais pas si la Boétie a fait la preuve de quoi que ce soit sur le plan factuel. Surtout, ce qu'ils voyaient, c'est notre soumission, le fait que ceux qui nous oppriment, ceux qui nous dominent ne sont grands que parce qu'on est à genoux. Ce que soulignait la Boétie, c'est
soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. C'est incroyable, vous êtes en train d'admirer et de rendre puissant quelqu'un qui vous domine, qui va tout vous prendre, qui va vous prendre la moitié de votre revenu, qui va vous prendre vos terres, qui va vous condamner aux travaux forcés toute votre vie. Cet homme-là est un homme comme vous. Arrêtez, vous n'avez même pas besoin de le combattre, dit la Boétie. Arrêtez de le servir et vous voilà libre. Mais d'ailleurs, c'est... Mais je ne pense pas qu'il raisonnait en termes de complot. Et je pense qu'il voyait... Et c'est pareil, moi je dis la même chose. Je dis, j'ai pas besoin que les élus ou que les puissants du moment aient un comportement X ou Y pour que nous nous émancipions. Ce que je défends, l'idée que je défends, c'est que c'est à nous de nous émanciper. C'est eux qui ne sont rien sans nous et pas l'inverse. Exactement. Et on n'a pas besoin, quel que soit ce qu'ils vont faire, si on devient constituant, mais tout va changer. Et quels que soient les médias, les banques, les élus, on s'en fout. On a entre les mains la possibilité de tout changer simplement en ne reconnaissant plus aux puissants du moment le droit de faire de la politique à notre place. Il faut arrêter de démissionner du processus constituant. Il faut que nous apprenions à... Alors peut-être que je pourrais comprendre, hein, j'imagine que si tout le monde se mettait à constituer, à réfléchir à la Constitution, tout le monde, vraiment tout le monde, je suis complètement prêt à... Je trouve même probable que beaucoup de gens vont dire, bon, pour te faire plaisir, ok, je veux bien faire un peu, travailler un peu sur la Constitution, mais je ne veux pas faire de la politique toute la journée. Donc moi, je veux des représentants, vont-ils dire. Ok. C'est tout à fait possible. Mais quand même, si c'est eux qui instituent la représentation, donc si c'est le commun des mortels qui institue la représentation, donc ils vont choisir peut-être l'élection, tirage au sort, mais ils vont instituer des tas de contrôles, la reddition des comptes, les mandats courts, non renouvelables, le référendum d'initiative populaire, enfin des tas d'institutions qui n'existent pas aujourd'hui pour protéger les citoyens qui ne veulent pas faire de politique, mais qui ne veulent pas non plus être trompés, les protéger contre les abus de pouvoir. Si ce ne sont plus les riches qui écrivent les lois, parce que c'est ça qui s'est passé au XVIIIe siècle. Quand les riches ont renversé le roi et le clergé, c'était pas mieux quand c'était le roi et le clergé qui gouvernaient, hein, mais en fait, nous, on a changé de maître simplement. Hein, quoi. Quand les riches ont renversé le roi et le clergé, ils se sont mis à la place et ils ont écrit les lois des riches. Ça s'appelle le capitalisme. C'est trop gentil comme mot, on devrait dire crapulisme, quoi. Hein. Ils se sont mis à écrire les lois des marchands, des grands marchands. Et tout ça est non nécessaire et pas fatal. Ça dépend juste de nous. Ils l'ont fait parce que nous les avons laissés faire. Parce que fin du XVIIIe, la plupart d'entre nous étions des paysans. On n'était pas un télo, on n'avait pas réfléchi à ça. Donc on s'est fait avoir, ok. Mais là, après 200 ans d'échec du suffrage universel, on pourrait se réveiller et changer des choses. Si tu l'as... Mais alors bon, c'est pas parce que... Et puis c'est pas parce que c'est pas... Tu as raison, hein, les ateliers constituants se développent pas comme je voudrais, pas aussi vite. Mais c'est pas parce qu'ils se sont pas développés qu'ils se développeront pas. Il nous manque quelque chose que je cherche. On va essayer de le trouver ce soir. Hein. Alors voilà, peut-être qu'on va trouver ce soir un cerveau collectif. Et il faut ensuite, autour de vous, créer de nouveaux cerveaux collectifs. Pour en chercher. Mais c'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé qu'on n'y arrivera pas. Si justement, alors tu veux pas être le chef, tu veux pas être le leader. Si tu avais quand même là une baguette magique, c'est une question qui a été posée. Sous différentes formes, mais qui est pas mal revenu. Si tu avais une baguette magique, là, tu prends la Constitution de 58, tu peux changer 3 trucs dedans. Vraiment 3 trucs. Qu'est-ce que tu changes qui te semble le plus nécessaire? Ça arrangera pas tout, mais s'il y avait vraiment 3 choses à impérativement virer, changer ou rajouter dans cette Constitution, ce serait quoi? Ah, petite question piège, désolé. Non, c'est pas une question piège du tout. Enfin, je peux répondre sur quelques institutions majeures que nous instituerions en premier. Mais c'est se tromper d'objectif.
Qu'est-ce qui, dans la Constitution de 58, pour toi, est vraiment le plus représentatif de cette escroquerie absolue? Non, j'en veux pas à la Constitution. J'en veux au fait qu'il n'y ait pas de constituant. La Constitution de 1936 de Staline, 1936, une très belle Constitution, avec des tas de droits pour le peuple, des tas de protections. Mais il n'y avait personne pour la protéger, personne pour l'appliquer vraiment. Et donc, tu avais un tyran totalitaire alors que tu avais une bonne Constitution. Donc, c'est pas... Notre problème, c'est pas la Constitution. Le problème, c'est plus en profondeur. C'est notre démission. C'est le fait que nous ne soyons pas des soldats démocratiques. Non, un citoyen... Ils n'ont pas de Constitution et ça marche pas mieux. Si, ils ont une Constitution, mais qui n'est pas écrite. Mais bien sûr qu'ils ont des règles supérieures qui disent comment le droit va être écrit. Elle n'est pas écrite, mais il y a une constitution, ils ont une pyramide, ils ont un état de droit qui est une pyramide avec les règles de base et les règles supérieures jusqu'à un ensemble de normes fondamentales qui sont au-dessus des autres. Elles ne sont pas écrites, c'est-à-dire qu'elles sont dans les mains, pas dans les mains, elles sont dans la tête des juges suprêmes, des juges supérieurs, et qui sont en fait qui ont encore plus de moyens d'être tyranniques que chez nous. Parce que si tout repose sur ce qu'ils ont dans la tête, c'est complètement inaccessible au commun des mortels, c'est pas plus rassurant. Mais à mon avis, ils sont juste dans le même cas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus constituants que nous, la plupart des citoyens s'en foutent totalement, et à mon avis, c'est ça notre problème. Et donc, tu dis trois articles, donnez-nous 3 articles qui changeraient tout. C'est vraiment... Ou 3 choses à instaurer, quoi. Non, mais... Oui. Non, mais selon toi. Tu peux les instaurer, mais si les gens s'en foutent, les voleurs de pouvoir, ils n'en feront qu'à leur tête. Tu penses que demain, on met un suffrage, par exemple, un référendum d'initiative populaire, les gens s'en foutent et vont pas le saisir massivement? Mais oui, exactement. Si t'as pas réglé le problème des médias, regarde en Suisse... Oui, ils le saisiront pour ceux qu'on leur dit de le saisir. Ils se font voler les décisions par leurs médias qui leur bourrent le crâne. Les riches ont acheté les médias en Suisse comme en France, et c'est très difficile pour eux de se défendre. Ils viennent si je ne dis pas de bêtises, ils viennent de refuser le revenu de base. Ils viennent de refuser un outil d'émancipation qui est très imparfait. Je connais le travail de Friot et je préfère les solutions de Friot au revenu de base. Mais bon, le revenu de base, c'est quand même une forme d'émancipation. Pour Bernard, c'est une forme d'aliénation reproduite, renouvelée. Donc, il faudrait réfléchir à ça. Je ne suis pas tranché là-dessus. Je trouve la solution du salaire à vie de Bernard Friot bien plus construite politiquement, bien plus robuste et plus émancipante que le revenu de base. Mais enfin, c'est pour vous dire que même si on a le référendum d'initiative populaire, si on n'a pas nationalisé... Alors nationaliser, ça peut être des sources de malentendus. Si on n'a pas socialisé les médias, le référendum, en fait, c'est une arme à double tranchant. Tu vas te faire imposer une injustice par la voix du peuple, par la voix du référendum, et alors là, tu n'auras plus aucun moyen de résister, parce que tu n'auras plus aucune légitimité pour te lever contre le référendum, puisque c'est... Alors qu'en fait, il a été dévoyé par les médias. Donc le référendum d'initiative populaire ne suffit pas. Je suis désolé d'insister, je ne dis pas ça pour ne pas répondre. Je passe mon temps à décrire les articles d'une bonne constitution. Donc oui, dans les articles essentiels, on mettrait le référendum d'initiative populaire, mais qui n'a de sens que dans une démocratie représentative. C'est quand il y a des représentants qui décident tout à notre place qu'il faut que nous ayons l'institution de contrôle du référendum d'initiative populaire qui nous permet de dire non, cette loi-là que vous voulez nous imposer, non, on n'en veut pas. Ou bien, non, cette loi-là, en fait, que vous ne voulez pas nous donner, nous, on la veut. Mais donc, c'est dans un contexte où nous sommes représentés par des maîtres que nous avons besoin du référendum d'initiative populaire. Mais si nous instituons une vraie démocratie dans laquelle toutes les lois, c'est nous qui les votons, on n'a plus besoin du référendum d'initiative populaire. Bien sûr. Il faut comprendre que la question... Ce n'est pas un reproche, je la comprends, bien sûr. Mais la question est mal posée. Notre problème, c'est pas... C'est pas moi qui l'ai posé. Non, mais moi-même, je la posais, si tu veux. Tu te souviens, quand j'ai dit en 2005, l'été 2005, je me suis mis à écrire les principes d'une bonne constitution. Je faisais la même erreur. C'est pas ça notre problème.
Notre problème, c'est pas qu'est-ce qu'est une bonne constitution. Notre problème, c'est qu'il faut qu'on devienne constituant. Oui. Et puis on verra, après ça, ce qui est une bonne constitution, on va le discuter, on va le négocier, on va le transformer, des erreurs qu'on va on va faire corriger. des erreurs qu'on va exactement. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'en occupe. Donc, je veux bien répondre à votre question parce que c'est une question importante. C'est vrai que dans nos ateliers constituants, on en parle, bien sûr. Ce qui va nous émanciper, c'est... Alors, si on garde l'élection, si on garde les représentants, il faut que nous gardions l'initiative, et donc il nous faut le référendum d'initiative populaire. Et à mon avis, si on devient constituant, on va penser à autre chose. On va d'abord prendre le contrôle de la monnaie. Le truc le plus important, le truc numéro 1, c'est pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est numéro 1. La monnaie, c'est la monnaie ou l'équivalent, parce que quand on va réfléchir, on va peut-être trouver d'autres mots que la monnaie pour faire société et tenir nos comptes entre nous. Il y a peut-être une autre façon de tenir nos comptes entre nous que l'exprimer avec un objet comme la monnaie. En tout cas, disons la monnaie pour simplifier, c'est-à-dire le moyen de financer nos activités, la maîtrise publique, pas étatique, citoyenne, la maîtrise par les individus, du corps social qui décide de vivre ensemble, la maîtrise de la création et de la destruction des signes monétaires, des signes qui représentent la valeur, donc la création, la destruction et la distribution, la répartition, la non-accumulation. Cette maîtrise-là, elle est première. C'est-à-dire que tu peux espérer être le souverain politique, c'est-à-dire en fait avoir une prise sur ta vie, sur le bien commun. Tu peux espérer avoir une souveraineté politique. Si tu ne t'occupes pas d'avoir une souveraineté économique, monétaire, eh bien, tu n'auras rien du tout, parce que si tu es souverain juridique, souverain politique, et qu'à chaque fois que tu veux faire un truc, il faut que tu ailles voir le banquier pour lui dire « vous n'aurez pas d'argent », et le gars, il va te dire non, quand il n'est pas d'accord, il va te dire non, en fait, c'est lui qui décide. Donc, si vous voulez avoir les moyens de votre souveraineté politique, vous ne pouvez pas faire l'économie de la réflexion, du financement, et notamment du bien commun, mais pas seulement de tous les financements, du financement même de nos activités individuelles. Et donc la création monétaire doit être reprise évidemment aux banques privées. C'est une dinguerie d'avoir abandonné. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas un seul argument. Rien, il n'y a pas un argument. C'est juste un coup de force. Et le fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se met en travers avec une raison, avec une chance de gagner, il se fait assassiner, quoi. Donc, il n'y a pas de raison d'abandonner la création monétaire à qui que ce soit, à quelque particulier que ce soit, à un intérêt privé. C'est une dinguerie. Et donc, mais rien qu'avec ça, tu changes tout. Je veux dire, tu n'as pas besoin de 3 modifications de la Constitution. En fait, il ne faudra pas que ça, parce que comme on est dans un État où les riches ont pris le contrôle de tout, ils ont pris le contrôle donc du politique, puisqu'avec l'élection, ça leur donne le pouvoir politique. Ils ont pris le contrôle de l'économique, et avec la création monétaire, ça leur permet de tout acheter. Ils ont pris le contrôle du social, des entreprises, de la culture, toute la production des films, des livres, tout ça, c'est entre leurs mains. Ils ont pris le contrôle des lieux, des terres. Ils ont volé les terres. Parce que là, ils sont riches, là, les très grands propriétaires terriens. Mais c'est tout le temps des rapines. Ces gens-là, alors c'est pas eux, c'est leurs parents et leurs grands-parents. Mais à l'époque, au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les libéraux ont commencé par voler les communs. Et ça s'appelle les enclosures en Angleterre. C'est-à-dire qu'ils ont mis des enclos autour de biens qui étaient des biens communs. Les pauvres gens pouvaient aller chercher du bois dans la forêt, braconner parce que c'était interdit, mais chasser de quoi bouffer. Et les libéraux ont dit, ça c'est mal utilisé, donc ça c'est à moi maintenant, et vous allez voir, je vais mieux m'en servir. Si je m'en sers mieux, je suis légitime. Putain. Et alors après ça fait des richesses immobilières considérables qui se sont héritées, qui se sont transmises de père en fils, accumulées. Mais tout ça est complètement illégitime, il n'y a aucune raison. Enfin, donc, en possession de tous ces atouts, ces gens-là, si on veut une constitution qui remette de l'ordre dans le bien commun, il faut qu'on reprenne pas seulement la création monétaire et les banques, il faut qu'on reprenne les médias, ces gens-là. Et puis il faut qu'on reprenne la terre. Oui.
Et là, quand vous parlez de reprendre la terre, les grands propriétaires terriens, ils vont tuer Bien sûr. Ils vont tuer les défenseurs de cette idée. En Amérique latine, ils se font massacrer, ceux qui veulent la réforme agraire. Hein. Il y a pas mal de gens qui pensent d'ailleurs que une des raisons pour laquelle la France a traversé la Seconde Guerre mondiale sans plus de dégâts que ça, avec toute proportion gardée bien évidemment, c'est parce qu'il y avait suffisamment d'agriculteurs pour pouvoir nourrir la quasi-totalité de la population. Alors qu'aujourd'hui, les agriculteurs, entre guillemets, indépendants, peuvent nourrir à peine 20% de la population. Et que si demain, il y a une révolution dans ce pays... On n'est plus foutu de nous nourrir, nous. Au bout de 15 jours, si les supermarchés ferment, au bout de 15 jours, on s'entretue. Parce qu'il faut reprendre vraiment la terre. Les agriculteurs indépendants ne peuvent même pas nourrir, je crois que c'est entre 16 et 20. Il faudrait que je revoie le chiffre, alors qu'à l'époque, c'était 70. Il faut remettre à plat la propriété terrière. Tout à fait. Et en même temps, il faut comprendre que... Moi, je vois les jeunes gens qui, aujourd'hui, s'endettent pour 20, 30, 40 ans, quelquefois à deux, pour acheter un bout de terrain, une maison, et se protéger de l'expropriation, se protéger de la pauvreté, se protéger du besoin, quoi. C'est légitime. Enfin, je comprends ça. N'importe quel animal se prend un coin de planète et puis dit, ouais, c'est là que je vis, quoi. Hein. Donc ça, je comprends ça. Et quand ils se sont endettés pour une vie à deux, si tu leur reprends en disant maintenant la terre, on la redistribue. On fait chier. Hein. Je comprends qu'ils ne soient pas d'accord et qu'il ne faut pas faire comme ça. Hein. Il ne faut pas faire comme ça. En tout cas, sur le plan de la Constitution, il faudra sûrement, dans les priorités, dans les 2-3 articles essentiels, donc bien sûr la monnaie, mais il y aura aussi les médias et les outils de l'éducation populaire, les outils de l'éducation politique des jeunes adultes. Hein. Des adultes. Hein. Si tu veux, on ne peut pas imaginer une démocratie sans avoir une population informée. Pas informée au sens de l'intoxication médiatique actuelle, qui est la désinformation, mais une véritable information avec une mise en scène des conflits, avec une mise en spectacle de toutes les opinions sur un sujet par sujet. Il faut vraiment l'époque. On l'a perdu quand, ça? Tu vois encore dans les émissions qu'il y avait dans les années 70 ou 60 encore les droits de réponse. Il y avait encore des choses quand même. Il y avait encore des choses. Alors il y a trois autres questions qui ont été posées et puis on conclura cette intro et cette présentation par ça. Je sais que tu es un grand pacifiste, mais est-ce que tu penses qu'une révolution pourra se faire sans violence? À un moment donné, je parle de violence physique, hein, à un moment, quoi. Parce que les contre-exemples sont quand même rares. Il n'y en a pas. Si, il y a la révolution des œillets, là. Des œillets, mais bon, est-ce que c'est une révolution? Ça n'a rien changé. Hein. Oui. Bon, là, mais 68 est une révolution aussi, quoi. Non, malheureusement, c'est vrai, je vois que les révolutions ne fonctionnent que quand il y a la finance derrière et il faut qu'il y ait des gens très riches. Parce qu'on a l'avantage quand même, enfin l'avantage, c'est qu'il y a, comme des mafias, il y a des familles et ils s'entretuent entre eux. Donc c'est une des choses qui nous protège un petit peu, c'est qu'il y a quand même certains de nos exploiteurs qui sont menacés par d'autres exploiteurs. Bon, oui. Une maigre consolation, mais bon quand même. Et je vois quand les révolutions fonctionnent, parce que je dis, la Révolution française, c'est un exemple typique, où nous avions sur le dos le clergé et la noblesse, et on s'en est débarrassé en prenant d'autres. Mais c'est bien, il y a une bande de mafieux qui a renversé et assassiné une autre bande. Voilà. Et je vois pas, à part à petite échelle, je vois des mouvements révolutionnaires formidables. Hein. Les apatistes, c'est épatant. Ce qui se passe à Marina Leda, c'est épatant. Il y a des petites expériences, petites au niveau de la terre, quoi, localisées, qui sont épatantes, mais je ne vois pas de révolution qui arrive à tout changer. Souvent parce qu'on est juste trop gentil, c'est-à-dire qu'on se fait massacrer. Les riches sont prêts à nous tuer physiquement et en grand nombre si on se met en tête de s'émanciper d'eux. La Première Guerre mondiale, c'est une boucherie qui n'est pas du tout... Je lis des bouquins qui expliquent que nous étions des somnambules, comme si on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais c'est une extravagance, c'est pas du tout ça. La Première Guerre mondiale, les bouquins de Powell
sont remarquables. Pauwels a écrit un bouquin qui s'appelle La guerre des classes. C'est un Belge qui a écrit 3 bouquins remarquables sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, puis l'entre-deux-guerres. Et lui, il explique que et plein d'autres, expliquent que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre des classes. Tu as la classe sociale bourgeoise française et allemande qui est en train de voir monter la révolution en France et en Allemagne, monter la révolution. Tu as les communistes, donc les marxistes, et les anarchistes, qui sont en train de monter et qui sont en train de devenir très nombreux. Ils sont jeunes, ils sont nombreux, ils sont très formés politiquement, ils sont très cultivés, pas du tout décidés à faire la guerre, même fermement décidés à ne pas la faire, et puis de plus en plus agressifs, donc, voulant changer les choses. On n'était pas sûr que ça allait se faire, mais les bourgeois avaient très très peur à cette époque-là, mais peur de la révolution. Et ce qu'ils ont fait, concrètement, de fait, les grands bourgeois allemands et français, c'est qu'ils ont déclenché cette guerre ils ont envoyé une génération de révolutionnaires s'entretuer, ils ont envoyé les révolutionnaires anglais, français tuer les Français tuer les Allemands, et c'est un assassinat. De masse, oui. De masse. Bien sûr. Alors, il y avait deux autres questions. Enfin, tout ça pour dire que, je veux dire, ils ne se laisseront pas faire. Ils ont été capables de faire cette boucherie. Et c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous laissent faire. S'ils voient que nous arrivons à nos fins, ils vont nous massacrer. Donc la violence... Oui, mais le problème, c'est que... Là, il n'y a plus de conscription, donc il va falloir trouver autre chose. Oui, mais si tu mets en face de la violence, tu es en train d'accepter, de croire inéluctable un rapport de force dans lequel nous n'avons aucune force. Je veux dire, quand bien même nous serions tous déterminés et armés, mais ils nous écraseraient quand même. C'est eux qui ont toutes les armes, tous les outils de surveillance, tous les outils de désinformation pour que nous nous jetions les uns contre les autres au lieu de nous jeter contre eux. Enfin, leur rapport de force, c'est une folie. C'est une dinguerie. On n'a pas ça. Il faut qu'on trouve un truc plus malin. Je suis désolé, il faut qu'on trouve un truc plus malin. Alors, trouver tout à l'heure. Ceci dit, oui, on en parlera tout à l'heure. Je lis quand même, il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle, en tout cas un article en français, et le livre, je suis en train d'essayer de le lire en anglais, mais ça va vachement lentement, qui s'appelle le pacifisme comme une pathologie. Et c'est un Indien, enfin c'est un descendant d'Indiens américains qui s'appelle Ward Churchill, et qui est vraiment bouleversant parce qu'il a des arguments. Lui, il dit les Indiens se sont fait massacrer jusqu'au dernier, pratiquement. Les derniers sont ivres. Et encore aujourd'hui, incroyablement maltraités, martyrisés. Et tous ces appels à la non-violence sont une dégénérescence, une maladie. Si on ne se défend pas violemment à la hauteur de la violence qui nous est faite, on va crever, parce qu'on est dégénéré, quoi. Un être vivant normal se défend contre une agression, et il ne dit pas « je suis non-violent ». Et tout non-violent que je suis, je dois bien reconnaître que ce discours-là, j'arrive à l'intégrer, c'est-à-dire je comprends, enfin, c'est très, très fort comme raisonnement. Je vous conseille de lire ça, et je ne suis pas en train de me transformer en violent, mais je sens bien que la non-violence est une vraie impasse. C'est-à-dire que Mandela a réussi à changer les choses parce que pendant que lui était non-violent, il y en avait qui étaient violents derrière et qui faisaient le boulot de changer les choses. Gandhi était non-violent, mais pendant qu'il était non-violent, il y en avait qui étaient violents derrière, qui changeaient les choses. Pareil aux États-Unis. Si vous voulez, ils sont tellement, les dominants sont tellement eux-mêmes violents qui sont quand même vraiment indécents à exiger de nous la non-violence, parce que c'est ça qu'ils font. Et, bon, en tout cas... Mais là, ça s'oppose, parce que... Mais j'ai quand même une meilleure idée, je crois. Ouais. Il me semble que si nous arrivons à faire ce travail souterrain, il n'y a même pas besoin d'en parler dans nos médias. Si dans notre famille, nous menons ce travail constituant, c'est une transformation des cellules. Imaginez que la Terre, c'est un corps social, c'est comme un corps vivant. Nous sommes un corps vivant, et les cellules, c'est chaque humain.
C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des globules blancs ou des globules rouges, enfin nous sommes des particules d'un ensemble vivant. Pour l'instant, on se fait martyriser par les dominants du moment. Je prends souvent l'image du papillon et de la chenille. Pour l'instant, nous sommes une chenille, c'est-à-dire qu'on est une chose, et les cellules de chenille, quand elles se coupent en deux pour grandir, pour continuer à vivre, et quand elles se coupent en deux, elles font deux cellules de chenille. Et elles font de la chenille, de la chenille, de la chenille. Et toute leur vie, elles ont fait de la chenille. Et si tu regardes la chenille, tu te dis, bon ben voilà, l'avenir de la chenille, c'est, tu regardes le passé, et puis ça va continuer, ça va être de la chenille. Là, non. Il y a un moment où les cellules de chenille, comme un adolescent refuse d'obéir, toute sa vie, il a obéi, l'adolescent. Toute sa vie, il a dit, il a obéi à ses parents. Et puis, il y a un moment, ça lui pète en disant, mais ça c'est duré, c'est fini, je n'obéis plus, et je deviens une grande personne. Et bien, est-ce que l'humanité ne pourrait pas être à un stade où il y en a marre, et puis maintenant, on a des outils, notamment l'Internet, pour se passer le mot entre nous, et il n'est pas question d'aller demander aux élus de faire ceci ou cela, on n'a pas besoin d'eux. L'adolescent ne va pas demander à ses parents la liberté, il l'apprend. Et donc, on se passerait le mot entre nous en souterrain, en se transformant. Parce que ce qui se passe quand on fait un atelier constitution, c'est quelque chose qui est intime, qui est très profond. Quand j'écris pas de dette sans référendum. Ou pas de guerre sans référendum. J'écris deux trucs, pas de dette sans référendum, pas de guerre sans référendum. Je suis en train de me transformer là, je deviens le patron, je redeviens ce que je devrais, c'est-à-dire l'employeur, je deviens le souverain. Et quand j'écris pas de guerre sans référendum, et puis quand j'en parle avec un copain à midi, je lui présente, il me dit « Ouais, c'est bien ça », puis on réfléchit, et puis au bout de 2 minutes, il me dit et ceux qui votent oui au référendum pour faire la guerre, ils vont la faire. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Ah oui, oui. Et ceux qui votent oui, ils doivent aller la faire. Ah, là, je suis sûr que ça va baisser dans les stats, là. C'est vachement malin, ça. Et ceux qui votent oui, et sans exception, sans exemption. C'est-à-dire que c'est sans exception. Tu as voté oui, il faudra que tu ailles au front. François Hollande inclus, quoi. Le mec, tu vois ce que je veux dire. Tu prends ton fusil, tu y vas, exactement. Un sac à dos et c'est parti. Et ben, quand on fait ça... Ouais, BHL, ouais. Et ben, quand on fait ce geste-là, ce petit geste tout simple, on se transforme en profondeur. Et moi, ce que j'imagine, et là, j'ai plus besoin de la violence, parce que j'imagine que cette idée atteint, parce qu'on a trouvé le média qui va bien pour se passer le mot, parce qu'on a trouvé l'artiste qui en a fait une chanson qui fait 3-4 milliards. J'ai vu qu'il y a une chanson qui arrive à 4 milliards de vues. 4 milliards de vues pour une chanson, ça fait envie, on se dit, si on se passait, si dans la chanson il y avait tu t'en sortiras pas si tu apprends pas à écrire toi-même les règles du pouvoir, j'en sais rien, ça ferait quand même une bonne pub pour que ça se transforme, quoi. Imaginez qu'on ait trouvé le média, la façon de présenter les choses qui fasse que ça se contagie tout seul ensuite. Imaginez que sur cette planète, tu as tous les individus, quelle que soit la langue, qui se mettent à dire ouais, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est à nous de nous occuper de ça. Et ça changera tout. La justice sociale, ce à quoi aspire quand même tout le monde aspire à la justice sociale. En fait, ce qu'il y a, c'est que les gens ne connectent pas la justice sociale et le processus constituant populaire. Mais en imaginant qu'on arrive à trouver le moyen que les cellules du corps social, donc les humains sur Terre, fassent le lien entre la justice, la prospérité, c'est quand même deux trucs assez sympas quand même. Ils fassent le lien entre ça et le fait qu'ils se donnent un peu de mal pour contrôler les pouvoirs. Eux-mêmes, personnellement, mais attends, si on est des millions, si on est des milliards, on n'a plus besoin d'être violent. Si vous voulez, je répète ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais, pour la Boétie, ils ne sont grands que parce qu'on est à genoux. Là, on est en train de dire, on n'est plus à genoux. Et du même coup, ils redeviennent petits. Et donc, on n'a plus besoin... Alors certes, ils vont faire comme les riches font au Venezuela, oui, c'est-à-dire qu'ils payent des gens pour tirer dans le tas et créer une insécurité qui fait que les gens en ont marre de cette insécurité et se remettent à voter à droite parce qu'ils en ont marre d'avoir peur. Donc on va avoir ça. Mais
enfin, dans les ateliers constituants, on parle de ça. Et on sait que les riches vont semer le chaos pour que ça merde notre système. Donc si on se passe le mot et qu'on sait que l'insécurité... et qu'on n'en a plus rien à foutre quand on nous dit que c'est du complotisme. Que c'est du, voilà, Ah. et que c'est pas ça qui doit nous arrêter. L'avenir juste et prospère de la planète Terre passera par la fédération de communes libres. Ça veut dire qu'il faut d'abord que les communes deviennent libres, et pour qu'elles deviennent libres, c'est pas quelqu'un qui va dire tu es libre, c'est nous qui devons aspirer à devenir libres. Et donc il faut qu'on devienne constituant. Et là je vais te répondre. Mais commune par commune. Ce que tous les souverainistes te diront, c'est ce que veut Jean-Claude Juncker depuis 20 ans, c'est-à-dire la mise à mort de nations pour le remplacer par un fédéral, enfin par un. Mais oui, mais tu sais très bien que ça va tomber aussi, ça. Qu'on va te dire c'est du régionalisme, donc c'est. Mais non. Il y a un océan, il y a un abîme pélagique, c'est abyssal. Il y a un monde entre le fédéralisme, la fédération de communes libres qui part d'en bas avec des citoyens, c'est-à-dire des soldats démocratiques qui défendent la fédération, qui défendent d'abord la commune libre et ensuite qui défendent la subsidiarité, c'est-à-dire la protection des droits du souverain au moment où on délègue, parce qu'on sait bien qu'il faut déléguer, une commune ne peut pas décider de l'approvisionnement en électricité de tout le territoire ou des trains ou des autoroutes, tout ça va se décider à plus grande échelle. Ok, on sait ça, donc il y a une partie de notre souveraineté qu'on va déléguer à un niveau supérieur. Mais d'abord, on s'est assuré qu'en local, c'est nous le souverain, c'est-à-dire que nous votons nous-mêmes nos lois. Ça, c'est vraiment le préalable. Nous avons intégré ça, on a commencé à écrire des constitutions dans nos communes, et nos communes deviennent libres, c'est-à-dire que c'est nous qui votons nos lois. Donc nous votons nos lois sur les impôts, sur l'école, c'est nous sur les travaux, les services publics, la gestion de l'eau, tout ça, nous voulons gérer le bien commun au niveau local. Et une fois que c'est établi, on sait qu'il y a des sujets sur lesquels on va avoir à consentir des délégations de souveraineté. Mais ça part du bas et ça part de gens très déterminés à protéger leur souveraineté. Alors qu'il y a un monde avec la souveraineté européenne, le fédéralisme européen, qui consiste à d'en haut, décider qu'il va y avoir une fédération, mais alors que les gens se sont mis d'abord hors contrôle. Il faut savoir que tous les fonctionnaires européens, tous bénéficient d'une immunité judiciaire à vie. D'une immunité judiciaire à vie. Pourquoi ? Dans les pires tyrannies, les tyrans se votent une immunité judiciaire pour eux et leurs familles. Mais pas toute l'administration, on n'a jamais vu ça. Dans l'histoire des hommes, on n'a jamais vu ça. C'est dingue, ces gens-là se sont mis à l'abri de tout contrôle, jusqu'au point qu'on ne peut même pas les attaquer en justice, et pour toute leur vie. Donc, ces gens-là se sont mis, il y a plein de... Je n'ai pas le temps de développer, mais tous les pouvoirs de l'Union européenne se sont créés des contrôles factices. Donc, ils sont hors contrôle. Et la fédération qu'ils créent est une tyrannie fédératrice. Donc c'est juste l'opposé absolu, ça a la même apparence de pyramide, sauf qu'elle est dominée par en haut, alors que là, elle serait dominée par en bas, dans une fédération de communes libres. Donc, vous ne laissez pas abuser par le mot fédération, il faut lire Proudhon, le principe fédéraliste. Il y a un gars qui a écrit un très bon bouquin sur Proudhon qui s'appelle Thibaut Isabelle. Isabelle, ça s'écrit I-A-I-S-A-B-E-L. C'est son nom de famille. Un très bon bouquin, une très bonne petite synthèse. Le gars a vraiment bien compris, il le dit bien, c'est lumineux. Qui s'appelle Proudhon, je ne me souviens plus du titre exact, qui a un bouquin remarquable. Il faut surtout lire Proudhon lui-même. Proudhon développe deux idées majeures, la fédération de communes libres et la banque populaire. Ce type est un visionnaire. Vraiment, il a beaucoup écrit. C'était un gars qui venait d'en bas. C'était quelqu'un qui était un fils de pauvre, qui était resté pauvre, qui avait dû beaucoup travailler, même quand il était député, qui est devenu député, et qui a beaucoup écrit, et qui a réfléchi au bien commun de façon exemplaire. Il faut lire Rousseau et Proudhon, quoi. Et donc, fédération de communes libres, mais en partant du bas. Et je commençais juste à dire, il faut juste terminer, que quand une commune libre accepte de déléguer une partie de sa souveraineté à l'échelon du dessus, à la chambre régionale ou départementale ou nationale, quand une commune accepte de déléguer, par exemple, les décisions relatives aux routes ou aux chemins de fer,
elle ne le fait pas en signant un chèque en blanc en disant « faites ce que vous voulez ». Elle désigne un représentant parmi elles, alors soit en l'élisant, soit en tirant au sort, et ce bonhomme va faire partie d'une assemblée dans laquelle il y a les représentants de toutes les communes avoisinantes. Et ce gars-là, il nous rend des comptes. C'est nous qui lui donnons son mandat. Et on lui dit bah, « tu vas défendre ce point de vue, et puis tu nous ramènes les informations. Et si jamais il faut que tu changes de point de vue, tu viens nous demander d'abord. » Tu as un mandat impératif, c'est-à-dire que oui, tu vas dire ça et ça en notre nom. Et donc, si tu veux, mais pour que tout ça ait lieu, il faut qu'il y ait des citoyens en bas. Il faut qu'il y ait des citoyens, c'est pas des électeurs. Un électeur, c'est un enfant. Un électeur, c'est quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui a renoncé à tout. Un électeur, c'est même pas un enfant, parce qu'un enfant, il va devenir adulte. Un électeur, c'est quelqu'un qui a accepté de rester rien du tout sur le plan politique. Alors que... Oui, c'est de la régression s'il avait été supérieur avant. Plus, même pas. C'est même de l'aliénation, c'est de l'aliénation de la naissance à la mort. Alors que pour faire marcher une fédération de communes libres, il va falloir des citoyens, mais des citoyens dignes de ce nom, c'est-à-dire des citoyens, c'est-à-dire constituants, c'est-à-dire des gens qui ont pensé le bien commun et les institutions du bien commun, et sans se laisser dominer par des représentants. Petite question quand même, tu vois, admettons, ok, on met ça en place, on a une fédération de communes libres, bon, oui. Qu'on pourrait considérer comme une pluralité de micro-États, si tu veux. Oui, voilà, oui. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher. Tu ne conçois pas un métasystème quand même au-dessus, un État qui fait que ceux qui vont un peu mieux vont aider ceux qui vont moins bien. Mais évidemment, non mais attends, oui. Bien sûr, les humains, l'expérience des communautés humaines montre de la solidarité tout le temps. Le type de monnaie que nous utilisons, rare, privé, cher, avec un taux d'intérêt qui devrait être interdit. L'intérêt, ça devrait être interdit. Cher, rare, éphémère, disparaissant. Je ne développe pas sur la monnaie, on en parlera peut-être plus tard. Ce type de monnaie génère une peur de manquer. Il n'y a pas assez de cette monnaie. Et donc nous sommes comme conduits à nous voler les uns les autres, à nous prendre les uns aux autres ce fluide vital dont nous avons besoin pour vivre. Mais on pourrait très bien imaginer un autre type de monnaie et qui fasse que nos rapports soient bien pacifiés et où le partage redeviendrait comme dans les sociétés primitives où il n'y avait pas de monnaie, les sociétés primitives, mais on se donne. Je viens de passer un bon moment avec Gérard Fouché, qui réfléchit à la monnaie et qui travaille, lui, particulièrement sur un sujet que je connais peu et que j'ai découvert avec lui là, qui s'appelle l'équilibra, qui est un système équilibré sans monnaie. Je ne vais pas développer là-dessus, mais juste pour signaler qu'il me racontait cette expérience où lui, il vit en Bretagne dans un terrain qu'il est en train d'essayer de rendre autonome, et frugal, en se contentant de peu, et en étant heureux finalement de consommer peu. Et il dit, j'ai un voisin qui vit comme en 1950. Quand il se lave les mains, il a une espèce de pot à eau qui récupère l'eau de pluie, il prend sa casserole, il prend de l'eau, et puis un peu de sable et de cailloux, il se lave les mains avant d'aller faire un café. Enfin, il ne consomme rien. Et quand Gérard va le voir, d'abord quand ce gars-là vient le voir, il vient jamais les mains vides, il vient avec un potiron, un truc, on vient jamais les mains vides. Et quand Gérard va le voir, il vient jamais les mains vides. Et en fait, on se donne sans arrêt, des petites choses sans arrêt, le quotidien, on n'arrête pas de se donner. Et il me dit, mais je découvre un truc, j'ai pas besoin de monnaie. C'est-à-dire que les rapports humains de base qu'on voit dans les sociétés primitives et qu'on a complètement oublié dans les villes et avec la monnaie, parce que la monnaie éteint les rapports. C'est-à-dire que quand tu me donnes un truc, je te donne la monnaie, j'éteins le rapport. Il n'y a plus de dette. Il n'y a plus, c'est même pas les dettes, il n'y a même plus d'engagement mutuel. Alors que quand je viens te voir, je te donne un potiron, tu viens me voir, tu me donnes autre chose. Et évidemment, on ne va pas compter, on n'en a rien à foutre. On sait en gros qu'on se doit plein de choses. Et c'est ça qui fait qu'on devient amis. Donc il faudra qu'on revienne sur le travail de Gérard Fouché sur la monnaie, c'est remarquable. J'ai une dernière question très rapide, plus personnelle. Tu as dit que tu avais souffert de l'éloignement de Frédéric Lordon. J'ai pas fini là-dessus. Est-ce que tu as souffert de l'éloignement de Jacques Attali? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, c'est la dernière
on la fera après à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment ça s'est passé après. Parce que tu l'as quand même légèrement mis en position latérale de sécurité. Et il y a pas mal de gens qui voulaient savoir comment la suite s'était passée. Oh, il n'y a pas de suite. Si, il y a eu bien sûr, moi, en sortant de cet entretien dans lequel je n'avais pas de temps pour plaider une cause, et pendant laquelle, en fait, je m'étais préparé à ne pas parler à Attali, parce que je savais que j'avais 8 minutes, 5 minutes, 8 minutes, et je savais que je n'allais pas parler du tirage au sort, parce qu'il me faut 10 minutes pour décrire le tirage au sort sans qu'il en sorte ridiculisé. Donc j'avais pas le temps, donc j'allais même pas en parler. Je voulais pas parler du tirage au sort parce que j'avais pas le temps. Et je voulais pas parler à Attali parce que j'avais pas le temps. J'ai d'autres choses plus importantes à traiter qu'Attali. Et donc je décris mon truc et Tadei me laisse très gentiment, et c'est vraiment heureux qu'il ait fait ça, hein, il me laisse mes 3-4 minutes de tunnel, ils appellent ça, où je parle sans être interrompu. D'ailleurs, on est à 35 millions de vues sur Facebook. C'est incroyable. Hein, on a bien fait d'y aller ce soir-là. Ça sème des graines. Mais la première chose qu'il fait quand il reprend la parole, c'est qu'il me parle, complètement inattendu, et il me parle de tirage au sort. Et pour le discréditer, évidemment, parce que c'est son boulot. Donc ça, c'est normal qu'il le discrédite. Mais si tu veux, ce qui aurait été loyal et utile pour le bien commun, c'est qu'il y ait une controverse. Moi, je veux bien avoir une controverse avec Attali, bien sûr. J'aimerais énormément avoir une controverse digne de ce nom, c'est-à-dire où on est à peu près autant de temps, et pas lui 10 fois plus de temps que moi, et pas de temps pour décrire le truc, c'est-à-dire finalement, ça finit en autre boudin. Parce que finalement, il a quoi ? Il a déformé l'idée comme quelqu'un qui connaît rien au sujet. Il a parlé avec aplomb d'un sujet dont il ignore tout. Ou bien s'il l'ignore pas, il feint de l'ignorer parce qu'il disait que des bêtises. Et puis au moment où je commençais à contredire et à le revenir, il m'interrompait et redéformait. C'est pas civil quoi, comme façon de discuter, et c'est pas constructif. C'est pas. Ceci dit, je pense que la prochaine fois, là j'étais vraiment bien disposé, gentil. Je pense que je serais un peu plus ferme et je ne le laisserai pas insulter l'idée comme il fait quand il la détériore. Mais bon, il est plus expérimenté que moi en cette matière. Je ne tiens pas à gagner. Moi, je voudrais juste que soit éclairé un point de vue avec des arguments contraires à la loyale, quoi. Hein. Je suis pas sûr qu'avec Attali, ce soit le meilleur interlocuteur, parce que je pense qu'il a un intérêt personnel. Remarque, moi aussi, j'ai un intérêt personnel à la démocratie, et lui a un intérêt personnel, je pense, contre la démocratie. La vraie, hein, on parle de la vraie démocratie. Lui, c'est un dominant, donc il a intérêt au système de domination parlementaire qui lui donne toute sa richesse réelle et symbolique, lui vient du système de domination parlementaire. Donc je comprends qu'il la défende. Et donc il a un intérêt personnel à la défendre. Et moi, j'ai un intérêt personnel à défendre la démocratie vraie. Donc il pourrait y avoir un échange, il faudrait qu'il l'accepte. Le problème, c'est que je pense qu'il ne l'accepterait pas. Je l'observe parce que Sud Radio nous avait invités à venir tous les deux. Et puis il s'est débiné, il a décommandé. Bon. C'est pas courageux. Bah, écoutez, peut-être qu'il était occupé. On va faire une petite pause et puis ensuite on va passer au débat et au brainstorming. Voilà, le but c'est que, parce que j'ai fait un peu avec Étienne, on soit 70 à le faire, quoi. C'est qu'on construise quelque chose ensemble, et justement pas comme avec Attali, sans se rentrer dedans et en essayant. Et c'est ce que tu souhaites le plus, c'est des contradicteurs, et c'est des gens des approfondissements et des choses comme ça. Donc on fait une petite pause, le temps de recharger.